Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière de la semaine. On est le mercredi 21 février 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Dans votre émission Ma famille, ma vie, on parle des troubles 10, de la dyslexie, la dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie. Alors ils apparaissent au cours du développement de l'enfant et persistent à l'âge adulte. À quoi sont dus ces troubles? Comment les détecter? Comment les traiter? On en parle aujourd'hui avec notre spécialiste. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Kautal Mazouz. Vous êtes pédopsychiatre à l'EHS Cheraga. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours avec joie. Avec grande joie et plaisir, comme à chaque fois, bien sûr. Merci. Avec nous, bien sûr, pour Nutri Saïdi Mohamed Malek. Bonjour. Bonjour Mounia, bonjour docteur, et puis bonjour à tous. Tu nous parles du fructose aujourd'hui. Le fructose, oui. Voilà. Dans la suite de l'aspartame d'hier. Donc, voilà, on continue sur la même lancée, voilà. Aspartame, fructose, et après on verra peut-être Stevia, peut-être la semaine boucler prochaine. la boucle. Voilà, on fait la boucle des sucrants. C'est ça? Des alternatives au sucre. Des alternatives au sucre. Et avec, bien sûr, Samira Hadjamar Pelmel aujourd'hui. Bonjour Samira. Bonjour à tous. Ça va? Très bien. Alhamdoulilah. Et Pelmel aujourd'hui, tu nous parles? Pelmel colle au thème, bien sûr, à la thématique de l'émission. Aujourd'hui, on parle d'une application au service des familles d'abord et des personnes, ensuite aux personnes qui sont handicapées par des troubles, visibles et invisibles. Voilà. Des troubles visibles et invisibles. De dysfonctionnement, bien sûr. Très bien. Alors, on va parler des troubles 10. Alors, en général, on connaît un petit peu la dyslexie, c'est ce qu'on connaît le plus. Même en posant la question autour de moi, tout le monde connaît à peu près la dyslexie. Mais c'est une famille de plusieurs troubles. Il n'y a pas que la dyslexie. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est que la dyslexie, docteur? Absolument. En fait, les troubles 10. Troubles 10. En fait, c'est vrai que dans le commun de l'information populaire, nous croyons à tort qu'il n'y a que la dyslexie qui présente le grand rayon des troubles 10. Alors qu'en fait, les troubles 10, DYS, c'est l'acronyme en fait qu'on donne pour les troubles des apprentissages spécifiques, maintenant appelés des troubles spécifiques de l'apprentissage en fait. Alors il s'agit d'une panoplie de troubles, on va dire, tels que en plus de la dyslexie, il y a la dysorthographie, la dyspraxie, la dyslexie bien sûr, et d'autres troubles tels que aussi la dysgraphie elle-même. Donc il ne s'agit pas uniquement de la dyslexie, mais de tout un ensemble de troubles qui représentent un dysfonctionnement cérébral et qui induit des troubles et des difficultés d'apprentissage. D'accord. Alors est-ce que c'est un trouble neurologique ? Oui, l'on parle beaucoup plus d'une origine neurodéveloppementale, c'est-à-dire une origine neurologique, mais qui se découvre au cours du développement de l'enfant. C'est-à-dire on ne peut pas diagnostiquer un dyslexique à l'âge de 18 ans. D'accord. L'origine neurologique, oui, elle y est, mais pas que. Donc il y a aussi l'hérédité, par exemple. On peut aussi, selon les statistiques de l'OMS, on peut croire qu'un enfant d'un parent dyslexique, il a la chance, on va dire la malchance, d'être dyslexique à 50%. Donc même s'il y a un trouble dans la fratrie, il faut le déceler très tôt parce que la grande probabilité qu'il soit porteur de trouble 10 est là. D'accord. Et à quel moment justement on le détecte? Est-ce qu'on peut le détecter à un âge pour les parents? Qu'est-ce qu'ils doivent, à quoi ils doivent faire attention? Est-ce qu'on peut le détecter à un âge précoce ou pas? Oui. Le problème avec les troubles 10 ou les troubles spécifiques des apprentissages, c'est que déjà, comme son nom l'indique, il y a l'apprentissage. Donc l'apprentissage, on n'est pas en train de parler d'un point, mais on est en train de parler d'un processus. Donc on a cette, parfois, il y a cette gamme de parents qui ont cette appréhension que l'enfant doit apprendre tout. Et tout de suite, oui, absolument. Et d'autres qui sont un peu dans le laxisme, donc non, il a tout le temps pour apprendre et toutes ces années scolaires pour l'apprentissage. Parfois, l'on incrimine même le système pédagogique, parfois les programmes pédagogiques, parfois la simulation est liée ou pas. Mais en fait, déceler, oui. Dépister, oui. Mais diagnostiquer, non.
Peut-être si on a cet arrière-goût dyslexique ou de troubles 10 dans la famille, on peut avoir la puce à l'oreille. Par exemple, un enfant à 2 ans, on peut le détecter déjà à 2 ans. Donc on voit que cet enfant qui n'est pas trop dans le langage déjà verbal. On voit que c'est un enfant à 3 ans ou à 4 ans qui ne veut pas lire ou feuilleter un livre, mais qui préfère beaucoup plus écouter une histoire, beaucoup plus que déchiffrer des lettres et les chiffres. Alors donc on est dans l'appréhension. Et quand on leur présente un livre, ils sont là à feuilleter, à essayer de voir ce qu'il y a. Absolument. Déjà, cette difficulté, elle peut apparaître très nuancée, oui, mais elle peut apparaître. La déceler de manière fortuite ou systématique, là, on ne peut pas savoir parce qu'il faut encore faut-il des spécialistes pour le diagnostiquer, mais déceler, oui, mais c'est surtout lorsqu'il y a des cas d'hérédité ou des cas déjà diagnostiqués dans la famille. Sinon, c'est très difficile. J'avoue, en tant que professionnel, que c'est très difficile de les déceler avant l'âge de 5 ans, 6 ans. Donc, surtout s'il n'y a pas d'équipe pour le dépistage des difficultés scolaires à l'école. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces troubles, justement les troubles 10, et le niveau d'intelligence? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de corrélation. Parce que souvent, oui, dyslexique, ça veut dire qu'il n'est pas fut-fut, il n'est pas aussi intelligent qu'un autre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'en fait, on ne condamne pas trop les parents ou les gens dans leur pensée commune par rapport à ça. Parce que généralement, école, réussite scolaire, elle rime avec intelligence, alors que ce n'est pas le cas. En fait, quand il y a un handicap intellectuel, anciennement appelé déficience intellectuelle, il y a un déficit, mais qui est homogène et sur tous les domaines, y compris le domaine social et, allons dire, surtout sur le domaine social. Donc, les habiletés sociales sont touchées. C'est un enfant qui n'arrive pas à se débrouiller dans sa société tout bonnement simple. Alors que la différence avec un trouble 10, c'est juste un spectre de l'intelligence, pas de l'intelligence, mais de la preuve de l'intelligence qu'est l'apprentissage. Donc c'est un enfant qui arrive à bien tisser ses liens sociaux, qui arrive à se débrouiller. Une fois arrivé à l'école pour apprendre et pour faire preuve qu'il assimile bien ses apprentissages, on ne le trouve pas. Donc la corrélation n'y est pas. Ceci dit, on peut trouver un handicap intellectuel associé à des troubles 10, donc à des troubles spécifiques de l'apprentissage, mais ce n'est pas du tout la règle. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que certains HP, donc des hauts potentiels, sont dyslexiques, tels que Einstein, tels que Leonardo da Vinci, tels que Picasso, donc sont vraiment diagnostiqués dyslexiques. Quand je dis dyslexiques pour le commun de l'information, donc ils sont porteurs de troubles d'apprentissage spécifiques, mais qui sont carrément des HPI, donc ce sont de hauts potentiels intellectuels. Vraiment, ça n'a rien à voir. Si votre enfant est porteur de troubles 10, ça ne veut pas dire du tout qu'il est déficient intellectuel. D'accord. Oui, Samira. Si on peut prendre par exemple l'exemple d'un enfant dysphasique, pas pour la dyslexie, hein. D'accord. Pour le dysphasique, moi je l'ai vu parce que j'ai eu à faire un travail là-dessus. Un enfant en particulier avait un problème de temps. Il ne savait pas dire demain, il fallait lui expliquer que le soleil allait se lever, ensuite qu'il va faire nuit, pour lui expliquer que c'était pour le surlendemain. La notion du temps lui échappe, alors que c'est un enfant tout à fait normal, c'est-à-dire rien n'indique qu'il a ce trouble. Il ne savait pas ce que c'était mardi ou jeudi ou les jours de la semaine. Oui. Il fallait expliquer par des choses, le soleil se couche, on dort, on mange, et puis voilà. Oui, je vous rejoins juste sur une petite explication ou pour ouvrir une parenthèse. Ce dont on parle, par exemple, quand on parle de dyspraxie ou de dysphasie, on est en train de parler des problèmes 10 anciennement appelés, je dis bien anciennement appelés 10, parce que là, les troubles spécifiques de langage, selon le DSM-5, ce sont uniquement les 3 dont on vient de parler. Donc, la dyslexie, la dysgraphie et la dysorthographie, qui peuvent être associés à d'autres troubles neurodéveloppementaux tels que la dyspraxie ou bien la dysphasie. La dysphasie, c'est problématiquement le langage oral qui est déficitaire, c'est-à-dire pas uniquement la notion de temps, pas uniquement la notion de lieu, mais carrément la prononciation. Donc il y a et la phonologie, il y a et la sémantique. Par contre, un dyslexique, par exemple, peut avoir le langage oral sain,
entre guillemets, donc il parle normalement, mais il n'arrive pas à lire et il n'arrive pas à écrire s'il est dysorthographique ou dysgraphique. D'accord, très bien. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre on va suivre un reportage, et puis après on reviendra pour continuer à parler des troubles 10 et essayer d'expliquer chaque trouble pour donner des exemples, pour que les parents peut-être qui sont en train de nous regarder, qui sont curieux d'essayer de comprendre, ou s'ils ont un doute par rapport à leur enfant, pourront bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui. On parle des troubles 10. Et je vais vous rappeler le numéro de téléphone avant le reportage. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91 si vous voulez nous poser des questions ou témoigner. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est un reportage de notre collègue Yasmine Belhidja, et on revient tout de suite après. Trouble 10. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et notre spécialiste est là justement pour vous répondre. Donc on parlait des troubles 10. Alors on rappelle que les troubles 10, c'est les 3 troubles, et la dysphasie, la dyspraxie aussi ne font plus partie des groupes des 10, c'est cela? Elles peuvent être associées. Donc, et généralement, on les trouve associées. Mais quand on parle des troubles spécifiques des apprentissages, on est dans la spécificité du diagnostic. D'ailleurs, beaucoup de pédagogues, en fait, on va dire, quand ils ne sont pas assez bien formés, ils ne font d'ailleurs pas la différence entre d'abord une difficulté d'apprentissage et un trouble spécifique de l'apprentissage. Alors que... Justement, parce que souvent on dit il est feignant, il ne veut pas travailler, ou il n'a pas envie d'écrire, ou il n'a pas envie de ceci ou cela, on croit que c'est l'enfant qui n'a pas envie. C'est ce qu'on... Il n'est pas fait pour l'école. Il n'est pas fait pour l'école. Alors que peut-être qu'il a un trouble qui l'empêche de... C'est cela. Absolument, parce qu'en fait, pour faire la différence entre une difficulté scolaire, une difficulté d'apprentissage et un trouble d'apprentissage, les mots ne sont pas les mêmes et donc les sens ne sont pas les mêmes. La nuance est vraiment de taille. Quand on parle de difficulté scolaire, c'est vrai que tous les enfants ne sont pas destinés à l'école. Là, je suis d'accord que nous n'avons pas tous le même niveau pour communiquer et pour assimiler. Donc, je crois que tout le monde est au courant de ça et tout le monde l'accepte. Bon, de manière assez graduée, mais tout le monde finit par l'accepter. Que nous ne sommes pas tous... quand on est parent, c'est vrai. Je sais, mais finalement, quand la raison appelle, on est conscient que ce ne soit pas tous les enfants qui sont destinés à être les meilleurs ou les majors de promo de leurs écoles. Là, on est d'accord. La difficulté scolaire, elle est là, mais avec des petits aménagements, elle va disparaître. Les aménagements, il ne faut pas avoir peur du mot. Par exemple, tels que les cours de soutien. Si je révise avec mon môme avant d'aller à l'école et il arrive à bien répondre, c'est un aménagement. Si par exemple je lui donne des astuces afin de lire et de ne pas faire, par exemple, commettre des erreurs d'orthographe pour les mots irréguliers, ça c'est de l'apprentissage. Donc il y a une discipline là-dessus et il y a aussi un entraînement. Voilà, pour dire apprentissage, il y a un entraînement. Mais quand on est en face
d'un trouble spécifique du langage. D'ailleurs, pourquoi le mot spécifique? Parce qu'il corrèle à l'origine neurodéveloppementale et aussi au problème qui n'est pas homogène, en fait, qui n'est pas dans toute la sphère intellectuelle. Donc, chez ce gosse, il comprend bien. Oui. Cet élève, il assimile bien, mais quand il s'agit de l'écriture, il est trop lent. On va dire, c'est une écriture de fourmi, c'est une écriture de tortue. Il est très lent. Pourquoi il est très lent? Parce que déjà, la posture, elle lui fait très mal. Et quand il se plaint, il dit, j'ai carrément des courbatures, on ne croit pas cet élève. On le croit là, un peu feignant, qui ne veut pas écrire, un peu distrait, un peu... Mais en fait, quand il se plaint de douleur, c'est qu'il n'arrive pas à écrire. Quand il a cette appréhension de lecture, quand il fuit l'école carrément, on est dans des refus scolaires, anxieux par rapport à cette lecture. Ça peut conduire à une phobie scolaire? Pardon? Ça peut conduire à une phobie scolaire? Absolument. Et généralement, ça conduit à une phobie scolaire. Enfin, une phobie scolaire anciennement appelée, maintenant un refus scolaire, oui. Parce qu'on peut refuser l'école. Pourquoi on peut refuser l'école? À cause des apprentissages. Parce que je vais à l'école, en tant qu'enfant, comment je pense? L'école, c'est le deuxième lieu le plus important socialement parlant. Et c'est là où je brille et c'est là où je m'éteins. Donc c'est par rapport aux autres que je suis là. C'est pas le cogito ergo sum, c'est pas je pense donc j'existe, mais c'est l'inverse. C'est on réagit donc j'existe. Donc si le professeur, si les élèves applaudissent la réussite de cet enfant, c'est qu'il est bien, c'est qu'il existe. Donc imaginez qu'il est toujours confronté à un échec. Et un échec qui, on va dire, c'est pas par rapport aux performances de haut niveau, de performances que toute la classe, tous les élèves de la classe ont, et lui n'a pas. Donc, oui, ça pourrait voilà. être... Oui, Samet, tu voulais intervenir? Dans un monde idéal, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait accompagner par exemple un élève avec un trouble 10 avec une aide en classe On doit plutôt, oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter à l'école, mais c'est l'inverse. C'est l'école qui doit s'adapter à l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dogmatique, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut que l'école s'adapte aux besoins spécifiques de l'enfant. Il faut savoir que ce ne sont pas des enfants anormaux, ce ne sont pas des enfants imbéciles, ce ne sont pas des enfants feignants, mais ils sont juste différents. Leur manière d'apprendre est différente de celle des autres parce que leur fonctionnement cérébral ne ressemble pas à ceux des autres. Donc, faute à élaborer des programmes pédagogiques qui sont vraiment adaptés aux dyslexiques, avec des fournitures scolaires, dyslexiques, aux enfants qui ont des problèmes spécifiques des apprentissages. On peut, par exemple, leur permettre, ce qui se fait dans les écoles algériennes actuellement, de se faire accompagner par des auxiliaires de vie scolaire, donc des AVS, et aussi avec des aménagements scolaires qui dépassent aussi l'aide de l'AVS. Donc, c'est le médecin ou c'est l'orthophoniste qui les propose. D'accord. Donc pour un enfant qui est... Oui. Poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Lorsqu'un enfant se plaint, par exemple, de troubles de concentration, est-ce que ça fait partie de... Une très bonne question, je vous en remercie. Alors, ça, c'est en fait quand on parle de difficultés scolaires, et ça, c'est le spectre de la difficulté scolaire. Quand on est porteur de handicap intellectuel, parce que j'aime pas étiqueter et dire handicapé intellectuel. Quand on est porteur de handicap intellectuel, bien sûr qu'il y a des difficultés scolaires. Quand on est porteur de TDAH, donc un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est normal qu'il y ait des difficultés d'apprentissage. Un enfant qui est trop dans l'hyperactivité, il n'arrive pas à se concentrer. C'est normal qu'il n'arrive pas à écrire son texte de manière homogène et correcte. Un épileptique qui fait des absences, il peut y avoir des problèmes. Non seulement, on ne va plus parler des somatiques, on va parler juste de problèmes familiaux, de problèmes d'origine psychogène, de familles conflictuelles et des systèmes familiaux pathologiques, on peut avoir des répercussions sur la scolarité. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a les mutiques sélectifs aussi. Donc là, on est en train de parler de quoi? De difficultés scolaires. D'accord. Mais quand on parle justement des problèmes spécifiques de l'apprentissage, c'est la spécificité de la technique, c'est-à-dire comment il lit, comment il écrit et comment il calcule. D'accord. Et on va essayer d'expliquer justement chaque trouble, si c'est possible, mais juste après un appel qu'on vient de recevoir. C'est Nadia qui nous appelle d'Alger. Nadia, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour madame, vous allez bien?
Oui, ça va tranquille, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, vous voulez poser une question, témoigner? Voilà, c'est juste pour une question. Je Bien vois sûr. le monsieur là, il a posé une très très bonne question. Oui, Donc j'ai appelé tout de suite. Par rapport à ma fille, d'accord. j'ai une fille très très intelligente. Oui, Allah يبارك. شاطرة et tout ça. يستلمك mais كي تلحق l'école يروح لها كلش. Même s'il a la réponse, elle ne répond pas. D'accord. Elle ne parle pas ou elle ne participe pas en classe? Comment que ça se passe? Elle est très sage, elle est très timide. D'accord. Donc, elle ne Mais peut pas elle est très, participer. Voilà, elle lui participe poser pas des même si questions elle connaît la chose. D'accord. Oui. Bonjour Voilà. madame. Et la deuxième, bonjour. Oui. Justement, notre spécialiste va vous poser quelques questions pour essayer de comprendre et vous donner une réponse. D'accord, Oui, d'accord. Oui, alors si vous permettez, s'il vous plaît, vous me dites la difficulté, elle est dans la réponse, en fait, ou dans l'expression de la réponse. Est-ce qu'elle arrive à répondre faux ou juste, ou est-ce qu'elle n'arrive pas à verbaliser ou exprimer sa réponse? Si, elle répond, Mais elle a D'accord. peur de répondre si c'est juste ou si c'est faux. Ok, D'accord. Très bien. D'accord. Voilà. D'accord. En français, elle n'a pas ce problème en français, mais en arabe, elle a beaucoup ce problème. D'accord. Même j'ai parlé avec son prof, elle me le reproche toujours. D'accord. Très bien. L'arabe, elle a vraiment un très grand problème. D'accord. Très bien. Madame, Voilà. deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que l'expression de la réponse est déficitaire dans le domaine oral et écrit en même temps? Est-ce que quand il y a des épreuves écrites, est-ce qu'elle répond ou non? Elle répond Parfait. oralement, mais en écriture difficilement. Ah, c'est en écriture qu'il y a plus de difficultés. Oui. D'accord. Ok. Et ce, Voilà. uniquement dans la langue arabe? La langue arabe, c'est tout. Le français, non. D'accord. ça marche. Très bien. Et Voilà. vous vouliez parler de votre deuxième fille, c'est cela? Non, la Non. deuxième, par contre, Deuxième. elle Oui. est timide, elle participe, d'ailleurs, elle est en deuxième année CEM, D'accord. elle participe et tout, elle est excellente, mais quand elle arrive pour les réponses, je vois des notes extra catastrophiques. D'accord. Donc, elle participe Voilà. en classe et tout se passe bien, mais par rapport aux Elle notes. participe, même la directrice, elle m'a dit normalement c'est la première de classe. D'accord. Mais les notes qui يعطولها la feuille, c'est parce qu'elle fait quand c'est-à-dire Au moment de l'écrit, il y a un souci. voilà. D'accord. Toujours ça c'est un problème. Voilà. Ah oui, on va D'accord. On va vous répondre dans un Merci petit moment. beaucoup. Continuez à regarder Merci. l'émission. Merci à vous, Merci, Nadia, de nous au avoir revoir, appelés. au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, ce que décrit Madame, visiblement, n'est pas un trouble d'apprentissage, mais beaucoup plus une anxiété de performance. C'est-à-dire ce qu'ont beaucoup d'enfants. Ils ont peur et ils sont dans l'hésitation d'avoir une bonne ou mauvaise réponse. Parce qu'il y a des attentes sociales ou parce qu'on veut être à la hauteur d'une image qu'on s'est faite de soi-même. Bon, les raisons sont vraiment multiples, donc on ne peut pas vraiment savoir pourquoi l'on est anxieux de performance. Mais là, on est dans la difficulté scolaire, il n'y a pas de problème. Donc il y a une souffrance, il y a aussi une répercussion sur le rendement scolaire, il n'y a pas de problème, on veut faire une investigation. Mais s'il s'agissait réellement de troubles spécifiques des apprentissages, elle n'aurait même pas pu lire la question et elle n'aurait même pas pu écrire pas dans le sens où elle est analphabète. C'est-à-dire, on va revenir à votre question justement, donner des exemples, comment on ne peut pas lire et comment on ne peut pas écrire et comment on ne peut pas calculer. Ce ne sont pas des enfants qui sont dans la déficience de l'assimilation, mais beaucoup plus de la technicité de la chose. D'accord, très bien. Donc, et ça, c'est sa deuxième fille qui participe en classe et que tout se passe bien, mais au moment de passer l'examen, on est toujours le même problème. dans le spectre de la timidité, qui reste un problème. Je ne dénigre pas la souffrance de la maman ni des filles, hein, mais on est loin, je veux dire, du trouble spécifique de l'apprentissage qui est une entité diagnostique et nosographique neurodéveloppementale. Hein, et on va dire, pour rassurer la maman, c'est un peu moins grave que le trouble spécifique des apprentissages. Mais ça serait bien aussi de revenir un jour sur la timidité, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, et je pense que la timidité, on peut en souffrir aussi. Oh, absolument, Oui, absolument. Voilà. Quand elle est dans l'excès, on est carrément dans la maladie. D'accord. Oui, tu voulais poser une question. Oui, docteur, pour les personnes, disons, qui souffrent de troubles de 10, comme vous dites, ne trouvez pas quand même que la manière de noter, donc la manière académique, est quand même assez injuste envers cette catégorie de personnes? Est-ce qu'on ne devrait pas les noter non via ce qu'ils vont mettre sur une feuille, mais via ce qu'ils ont finalement, ce qu'on cherche? Assimilé. Je vous remercie aussi pour cette question parce qu'elle est très importante. Je crois que ce sont et les même questions. Vis-à-vis justement des parents qui sont là tout le temps voir un chiffre et je ne sais pas, l'intelligence, moi je trouve ça quand même assez méprisant, si vous voulez,
Ok. que l'intelligence d'un enfant. On va essayer de remettre, de mettre de l'ordre un peu dans ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites. En fait, quand on parle de système notoire ou de système pédagogique, c'est vrai qu'il y est pour quelque chose. Hein. Par exemple, faire, en guillemets, subir à un enfant des apprentissages et des connaissances qui dépassent un peu son stade d'intelligence, ça peut influer. Et ça peut poser un problème, ça peut vraiment avoir, pas un échec scolaire, mais des difficultés scolaires. Mais des difficultés scolaires dans un sens commun. C'est-à-dire, si par exemple, je fais subir, je dis bien en guillemets, un enfant de 7 ans, une écriture de langue française, hein, et avec des irrégularités, là, je pense que c'est homogène, c'est toute la classe qui va répondre de la même manière, hein, sauf s'il y a vraiment un ou deux qui sont exceptionnellement intelligents, ou qui l'assimilent rapidement. Quand on parle de 10, il y a le trouble, c'est-à-dire la connaissance basale, il l'a pas. C'est-à-dire, on va donner des exemples. Juste après le coup de fil qu'on vient de recevoir, c'est Amira qui nous appelle de Blida, je crois, c'est cela. Bonjour Amira. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Merci à vous-même. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien, merci. Alors, vous voulez nous poser une question? Oui. Bon, j'ai un enfant de 14 ans. D'accord, oui, الله يبارك. يسلمك يكبر شانك. شوفي في الدار نحفظو نقريه نديرو لي زيكزارسيس نديرو لي سوجي يحفظ نورمال. هو يروح للسيام ويدير لي كومبوزيسيون تاعو كي عاود يولي سي با كامل لو ميم اللي كان معايا في الدار. D'accord. Est-ce que en classe il participe واش يقولوا لك عليه في المسجد يقرا ولا ما يقراش ولا عنده بروبليم غير كي يجي يجوز ليكزامان؟ كي يجي يجوز لي زيكزامان هذا ما كان غير كي يجوز ليكزامان. ودوك هذيك ميم خو صغير راهو يتبعوا. كيف. D'accord. Donc c'est aussi الطبيبه elle va vous poser des questions. صباح الخير madame. Bonjour, ça va لاباس؟ Ça va, je vous remercie. La question que j'ai envie de vous poser, en fait, est-ce que يفهم السؤال ولا ما يعرفش يقراه؟ Est-ce que ما يفهمش السؤال؟ انا نديرلو السوجي في الدار يحلو نورمال، ميم نديرلو ميم في اليوتيوب. تسمى ما عندوش عسر القراءة، كيقرا معاك انت ما تحسيش باللي عنده مشكل في قراءة السؤال ولا كتابة الإجابة؟ يقرا نورمال. داكوغ، تسمى المشكلة تاعو بوكو بلوس راهي في الذاكرة في التركيز هكذا. هكذاك. Très bien. Ok, merci. On va vous répondre, madame. Merci Amira de nous avoir appelé. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة والسلامة. Oui, vous voyez, avec malheur qu'on a ces confusions parce qu'il n'y a pas assez d'investigation, il n'y a pas de prise de conscience pédagogique au dépistage qui devrait se faire à l'école. En fait, les gens devraient comprendre que quand on parle de 10, c'est qu'on est dans la difficulté de lire, d'écrire et de calculer et pas de comprendre. La compréhension vient un peu plus tard. Hein. Mais quand on est devant, par exemple, des difficultés de concentration, c'est que l'enfant arrive à lire la question, mais, par exemple, en répondant, il oublie certains détails. Par exemple, quand on est un TDAH, quand on est un porteur d'hyperactivité, quand on est porteur d'hyperactivité et déficit de l'attention. Par exemple, en lisant le texte, il lit correctement le texte, mais ça lui arrive de sauter une ligne parce qu'il n'est pas dans la concentration totale. Par exemple, elle peut poser elle fait 2 consignes. La maîtresse à l'école, elle peut faire par exemple 2 consignes. Lui, il ne répond qu'à la première parce qu'il n'arrive pas à se concentrer et avoir le souffle lent pour répondre à la deuxième. Donc, il s'agit véritablement, probablement, je veux dire, d'un problème de concentration qui est dû à 2 ou 3 diagnostics probables. Donc, ici, on devrait, quand on est devant un fléchissement scolaire ou devant des résultats scolaires qui ne sont pas assez satisfaisants, parfois j'ai en consultation des parents qui arrivent même à me dire « je fais le sujet qui est le même de l'examen. » Oui. Soit je le prépare avant, soit je refais le sujet qui a été déjà fait. Et ce ne sont pas les mêmes résultats. Là, il ne s'agit pas de troubles 10. Là, il s'agit d'autres problèmes, mais qui sont d'un autre acabit. On va peut-être en parler dans d'autres émissions. Avec plaisir, mais ici, on est en train de parler d'un trouble 10, c'est-à-dire un enfant qui n'arrive pas
à lire et à écrire, à calculer. On va donner des exemples. Voilà, on va un peu donner plus des tard. exemples, on va rappeler aussi le numéro de téléphone. Donc on parle aujourd'hui des troubles 10. Et si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et on va commencer à définir un petit peu ces troubles et donner des exemples pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors la dyslexie, qu'est-ce que c'est en Oui, exemple? qu'est-ce que c'est ou plus simplement comment elle se manifeste, Voilà. comment on peut la détecter quand on est porteur de dyslexie. Hein? Lorsqu'on parle de dyslexie, par exemple, on voit déjà une lenteur dans la lecture. Je dis une lenteur dans la lecture, non, pas chez un enfant qui a 5 ans, pas chez un enfant qui a 6 ans. Il faut minimum parler, comme les paramètres français parlent de CE2, donc en fin de CE1 et le début de CE2, ce qui est l'équivalent de la 2e année primaire chez Exactement. nous. Voilà. Donc 7-8 ans 7-8 ans, absolument. On peut aller jusqu'à 9 ans, D'accord. compte tenu, parce que nous, la préscolarisation chez nous, elle n'est pas vraiment obligatoire. Donc, on est dans la préscolarisation obligatoire à l'âge de 5 ans, par contre, en France, c'est à l'âge de 3 ans. 3 ans, Donc, exactement. il y a aussi la simulation qui joue son rôle. Ici, en Algérie, on peut aller jusqu'à 9 ans. D'accord. Donc, si jusqu'à 9 ans, un enfant qui ne lit pas correctement, ça veut dire quoi lire correctement? C'est-à-dire, il peut inverser des lettres. Pas dans le commun de l'information en général. Hein. On croit qu'un dyslexique, il voit le B1D et le P1Q. Oui, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais pas que. D'accord. Il peut ajouter des lettres ou omettre des lettres, par D'accord. exemple, ou remplacer carrément des lettres, ou inverser leur remplacement, voilà, leur position. Par exemple, bon, je donne des exemples en français. Par exemple, au lieu de dire lavabo, il va dire valabo. D'accord. Du verlan. En quelque sorte. En quelque sorte. Donc, le verlan, c'est beaucoup plus la syllabe qui est renversée. Ouais. Mais là, c'est la position des lettres. D'accord. Il a aussi un problème, par exemple, au lieu de lire un femme, F-E-M-E, il va le dire femme. Oui, parce que F devant Oui. E, c'est E, mais comme il y a Et deux je vais vous expliquer M, pourquoi, donc en c'est fait. Parce que ce sont des langues, surtout la langue française. On donne le mauvais exemple pour la langue de Molière, c'est une langue dite opaque. Ça veut dire quoi, une langue opaque? C'est-à-dire une langue là où le graphème ne correspond pas au phonème. Oui. Par exemple, le S en français, il peut se prononcer S ou Z. Exactement. Alors là, l'anglais, c'est la catastrophe pour les dyslexiques parce que... Et par rapport à l'arabe, du coup à l'arabe, je n'ai pas malheureusement beaucoup de notions par rapport à la translucidité de la langue ou l'opacité. Parce qu'en fait, oui, le harf sin, dans la langue arabe, il est partout le même. Harf sha, c'est partout le même. Mais la transcription n'est pas la même. Enfin, c'est l'équivalent un peu de l'attaché et le détaché, la majuscule et la minuscule en français. Par exemple, le harf el-kaf, comment vous l'écrivez à la fin, voilà, au milieu, c'est pas la même chose. Hein? Vous voyez, donc, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, par rapport au graphème et phonème, oui, il y a une certaine transparence, mais par rapport à la transcription de la langue, elle reste quand même difficile. Encore faut-il que je rajoute un détail, excuse-moi Mounia. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, on ne parle pas en fait de déficit grammatical, parce que la langue arabe, dans sa grammaire, elle est un peu complexe. Oui. Hein? On est en train de parler phonétiquement, c'est-à-dire les graphèmes et les phonèmes. Regardez en anglais, par exemple, la conjugaison est trop simple pour l'apprentissage. Par contre, au français, elle est vraiment super difficile. C'est compliqué. Mais quand on parle de langue, elle est beaucoup moins compliquée. Le français est beaucoup moins compliqué que l'anglais. D'accord. Voyez-vous, par exemple, en anglais, la lettre A se prononce différemment. Par exemple, vous avez cat, C-A-T, qui est le chat, ça se prononce A. Mais dans name, N-A-M-E, on prononce A. Hein? Donc, ça dépend par rapport à l'emplacement de la lettre, c'est vraiment très difficile. Oui, c'est déjà, pour les adultes, c'est déjà compliqué de parler en anglais quand on ne sait plus comment, quand on doit dire A, quand on doit dire A, quand on doit dire... C'est déjà assez compliqué. Absolument. Donc là, c'est la dyslexie. Exactement. Donc, je rajoute aussi, il y a parfois où on peut omettre des mots ou carrément fuir les mots compliqués. Je suis dans le regret de donner des exemples dans la langue française, mais l'arabe. Alors, par exemple, il fuit les mots tels que aéroport, tels que toboggan, là où il y a vraiment la complexité du phonème et du graphème. D'accord. Très bien. Donc, c'est à partir de cela. Et en plus, ça va se répercuter sur des actes
qu'on voit, par exemple, d'indices banals. Hein. Il fait la lecture, il n'aime pas lire. Par exemple, il préfère qu'on lui lise. Par exemple, il fuit par exemple, les affiches publicitaires. Il lit très lentement. Pourquoi il lit lentement? Parce qu'il est dans le décodage déjà lent et dans l'hésitation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ou faux? D'accord. Et ensuite, la dyscalculie? La dyscalculie, bon, je préfère La dysgraphie? voilà, je préfère parler d'abord de dysgraphie et de dysorthographie qui ne sont pas la même chose. Bon, la dysgraphie, c'est que quand on a une écriture un peu illisible. D'accord. Ça fait trop cliché. Je vais vous dire quelque chose, vous allez m'en vouloir. Petit patate Allez-y. babe. Ben oui, on est dysgraphique. On est dysgraphique. Voilà, les médecins, quand on écrit mal, on dit oui, il écrit comme un médecin, parce que les médecins, souvent, les ordonnances, on n'arrive pas à les lire. Mais la question qui devrait se poser, Oui. pourquoi mon confrère arrive à me comprendre, surtout si on Voilà. est dans le même domaine? Exactement. Parce qu'en fait, nous avons des lectures globales. D'accord. Si j'ai la même sémiologie et nous comprenons exactement de quel spectre et de quel champ de maladie il en parle, il me suffit 2 lettres pour lire la comprendre. lecture globale D'accord. du mot. Donc, je n'ai pas besoin de lire les détails. D'accord. Alors, qu'est-ce que la dysorthographie, la dysgraphie? Alors, pour la dysgraphie, c'est pratiquement, on est en train de parler du geste graphique, c'est-à-dire le graphisme n'est pas clair. On parle de mots trop attachés. Au lieu de faire, par exemple, les séparations entre les mots, hein, les petits espaces. Tout est collé? Tout est collé. Par exemple, il n'y a pas l'écriture n'est pas linéaire. Hein. On est en train de parler d'une écriture qui est comme ça. Alors, plutôt oblique que linéaire. On est en train de parler d'une très grande lenteur de l'écriture. Et savez-vous que c'est très, 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 très fréquent. Donc, ce n'est pas un problème banal. Et les dysgraphies, on les banalise justement. Mais on croit souvent que c'est un problème de vue. Parce que quand on se dit, J'y arriverai. Oui, parce qu'en fait, il faut d'abord éliminer d'autres diagnostics, d'autres organiques, par exemple, tels que l'audition. Pourquoi il n'arrive pas à faire la différence entre un P et un B? Parce que peut-être il a un potentiel auditif qui n'est pas bien. Pourquoi il n'arrive pas à écrire correctement? Parce qu'il ne voit pas bien. Il faut d'abord éliminer tout cela avec un EEG et puis parler du trouble spécifique lui-même. Arrivant à la dysorthographie, c'est un enfant, c'est le plus difficile à déceler parce qu'on va dire qu'il n'a pas encore acquis la langue, surtout si c'est une langue étrangère. Hein. Pourquoi il n'écrit pas les irrégularités, les lettres silencieuses, pourquoi il fait des fautes d'orthographe, il y a par rapport en arabe, en français c'est la même chose, mais par rapport à un niveau, je dis bien, que tout le monde devrait avoir acquis. Hein. Donc on va parler de l'homogénéité de la classe. Pour la dyscalculie, ce n'est pas un enfant en fait qui ne comprend pas le problème mathématique, alors, mais c'est en fait un enfant qui, par exemple, vous lui demandez d'écrire à la dictée 10h53, il va vous l'écrire 10h35. Donc, il va inverser carrément. Donc, s'il y a un problème de cette double lecture, on n'arrive pas à faire le calcul, tout simplement, et on n'arrive pas à faire les tables de la multiplication, etc. Et justement, il y a des enfants qui écrivent à l'envers, il y a un effet miroir, on va dire. Il y a beaucoup d'enfants qui écrivent dans le sens contraire. Voilà. Qu'en est-il de ça? Voilà. Alors, est-ce que ça rentre aussi avec les problèmes 10 ou pas? Ça fait partie au début, pour que les parents soient rassurés et pour que les pédagogues aussi qui sont à l'écoute, hein, on va dire que un critère, un sine qua non pour le diagnostic des 10, c'est la durabilité. C'est-à-dire même malgré des aménagements que je peux faire en tant qu'enseignant ou en tant que parent, ça ne donne pas. Surtout par rapport à cette écriture effet miroir. Donc, au lieu de commencer de gauche à droite, il commence de droite à gauche. Surtout avec les préliminaires de la langue étrangère, la latine. Donc, en arabe, on écrit de droite à gauche, là, c'est l'inverse. Donc, il peut y avoir des confusions. Mais si ça dure dans le temps, là, il y a un problème. L'écriture en miroir aussi, c'est un problème que tous les enfants peuvent avoir. Mais si, avec des aménagements scolaires, ça rentre dans l'ordre, tant mieux. Si plus de 6 mois et ça ne rentre pas dans l'autre, là, il doit y avoir un problème, il faut consulter. Et justement, un dyslexique reste-t-il à l'âge adulte? Excusez-moi? Une dyslexie, une personne atteinte de trouble 10, je dis trouble 10 parce que j'arrive toujours pas. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'elle le reste à l'âge adulte?
Oui, malheureusement, malgré des aménagements, malgré la correction, malgré l'intervention, ils persistent. Mais ils peuvent vraiment évoluer. Donc, un dyslexique n'est pas vraiment, ou un porteur de dys n'est pas vraiment voué à l'échec ou condamné à l'échec. Donc, on peut évoluer, on peut trouver d'autres vocations. Mais la persistance, elle est là. Donc, on préfère durabilité que chronicité, mais ils persistent malheureusement. D'accord, très bien. Et tout de suite, nous passons à Samira avec sa rubrique pêle-mêle, oui, où elle va nous parler d'une solution. Une petite solution. Alternative. Voilà, une petite alternative après le jingle. Donc, tu es encore en train de discuter. Oui. Tu veux avoir un verre d'eau? D'accord. Donc, Samira, tu nous parles de Iricia. Iricia. Alors, quoi, Iricia voilà, tu me diras c'est quoi? C'est l'assistant du futur. En tout cas, c'est une technologie qui se base sur l'intelligence artificielle. On a compris une application qui se trouve sur le Play Store. On peut l'acheter, on peut la télécharger. Il y en a beaucoup, hein. Mais celle-ci en particulier, c'est un Algérien qui l'a développée. Il est basé à l'étranger, mais il l'a développée. Donc, on peut la trouver sur Internet ou dans le Play Store. Voilà, c'est ça, j'ai déjà dit. Et c'est quoi? Donc, c'est basé sur l'intelligence artificielle. C'est censé, et ils le disent, donc l'équipe qui a développé cette technologie, ils disent que c'est une technologie de pointe, qu'elle a été réalisée à partir d'une collaboration avec des ergothérapeutes, et que c'est censé répondre à des besoins et répondre à plus de 1000 tâches. C'est-à-dire, 10 000 tâches au quotidien. Ça peut aider les familles et les personnes qui sont atteintes de troubles. Il semblerait que cette application ait la capacité ou la compétence de détecter les émotions. Donc de répondre à une émotion, à un besoin, je ne sais pas si c'est des neurocapteurs. Comment ça se passe? Je ne l'ai pas testé. Il y a en tout cas une application qui a été créée, je pense même en Algérie, pour détecter si une personne est devenue addicte à son téléphone grâce à l'intelligence artificielle, avec les mimiques qu'on fait, avec le temps qu'on passe sur le téléphone. Grâce à ça, on arrive à comprendre, on arrive en tout cas à signaler peut-être une addiction au téléphone. Donc je pense que ça fonctionne à peu près de la même façon. À peu près toutes les applications du Meta. On peut même nous vérifier combien de temps on a passé sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et corriger. Le téléphone, en fait, tous les téléphones nous permettent de déclencher une alarme au cas où on passerait plus de temps que la normale. Je ne sais pas s'il y a une norme, mais passer toute une journée et toute la nuit au téléphone et ne pas dormir à cause du téléphone, je pense qu'il y a une addiction et une addiction dangereuse même pour la vue d'abord. Et pour tout le moral reste, aussi, le sommeil. Donc voilà, donc Iricia, ils disent que c'est l'assistant du futur, qu'elle reconnaît les émotions. Alors il y a une communication vocale, alors écrite et vocale. Ça peut être nécessaire pour les gens qui ont des problèmes de vue, comme pour les malvoyants, en plus. Voilà, donc il y a une communication et elle peut à peu près répondre à toutes les questions puisqu'elle se passe sur l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une révolution. Voilà ce qu'on peut dire. Ils disent que ça change la vie des personnes et des familles, des personnes souffrant d'un handicap visible comme invisible, donc qui n'est pas forcément détectable à la vision. Voilà. Donc, le fondateur, c'est un Algérien, on l'a dit, qui est à l'étranger, qui s'appelle Fawzi Ziane. Très bien. Voilà. Merci Samira. Donc, elle est censée permettre une autonomie plus ou moins aux personnes handicapées comme pour leur famille. D'accord. Elle s'appelle Iricia. Iricia sur le Play Store, sur Internet, sur Internet Google, pour chercher, pour s'informer, voilà, pour l'appeler, pour la télécharger. Il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Très bien. Merci Samira. Et on passe au fructose. Au fructose. Au fructose. Avec NutriSavvy, juste après le jingle. Alors, NutriSavvy fructose. Oui, j'en aurais bien besoin là. Qu'est-ce que le fructose justement? Alors, il s'agit d'une forme de sucre, voilà, comme le glucose, comme le saccharose, etc. Donc, qui est disponible, qu'on retrouve naturellement au niveau des fruits et du miel. Également donc, au niveau de certains légumes, pas tous. La carotte? Oui, généralement, c'est des légumes qui ont une tendance à être sucrés, la tomate, la carotte.
La tomate est un fruit. Oui. Par D'abord, contre, à la base. voilà, à la base, c'est un fruit, les petits pois, etc. Alors, tout ce qui a un noyau, tout ce qui a des graines est un fruit. Est un fruit. Voilà. Voilà. Pour la Ils ont culture tous des générale. graines. La courgette, elle a Non, des- les légumes, oh, c'est juste une histoire de botanique entre l'organe mâle, l'organe Et féminin. voilà, exactement. Et voilà. Donc, on disait- On revient au fructose, revient, voilà, après. Voilà. Un jour, on fera l'explication Voilà, fruits, on légumes. se fait Ouais, les pas de légumes. souci. Il faut savoir que le fructose il est également fabriqué en laboratoire, en industrie agroalimentaire. Il est disponible justement à la vente en grande surface pour les personnes qui souhaitent une alternative au sucre blanc raffiné. Oui. Ça a des avantages au moins? Ça a des avantages. Son principal avantage, c'est qu'il a un indice glycémique relativement plus bas que le glucose. Donc, il va impacter de manière un peu plus prolongée la glycémie. Il ne va pas y avoir le fameux pic glycémique, Oui. on le répète assez souvent Dans l'émission, c'est vrai. dans l'émission. Voilà. Donc, il n'y a pas ce fameux pic glycémique. Il est très utilisé en industrie agroalimentaire dans la conception et la fabrication des confitures, puisqu'il joue le rôle de conservateur, non pas parce que justement, pourquoi nos grands-mères ajoutent du sucre aux fruits? C'est pas que juste pour améliorer le goût, mais le sucre est un conservateur, il faut savoir. Exactement. Il y a également dans l'industrie de la fabrication de la crème glacée, justement quand on mélange de l'eau, dans l'industrie du sorbet plutôt, quand on mélange de l'eau à du fructose, le point de congélation qui est de base à 0 0 degré, degré. ben, il va être Plus élevé. plus élevé. Donc on aura de l'eau congelée à peu près 5-10 degrés, donc c'est bien, un gain d'énergie et tout ça. Et également dans la biscuiterie, dans la confection de tout ce qui est bonbons et voilà. Et des inconvénients, Et les sûrement, bien inconvénients, sûr. bien sûr, je ne peux Ouais, pas revenir sans inconvénients, je suis un peu le chat noir de l'émission. Donc voilà, il pose un problème au niveau des triglycérides. Vous allez vous dire pourquoi, c'est à cause de son métabolisme. Le métabolisme du fructose s'accompagne d'une synthèse d'acides gras, et donc ça va hausser nos triglycérides. Bon, ça reste En gros, si, en gros. En gros, si, on synthétise beaucoup plus du gras, donc les triglycérides, c'est En un peu gros, c'est un peu pire que le gras, et c'est pour une dose relative de 60 grammes par jour. Quand même, pour arriver à 60 grammes de fructose, il vous en faut quand même. Il y a également des personnes qui se plaignent en consommant du fructose de ballonnement, de gaz, de diarrhée aussi. Donc, il n'est pas très habile niveau système digestif. Pour des doses toujours de 50 à 60 grammes Quand par jour, les doses sont élevées. il faut les faire. 60 grammes, c'est quand même Alors, une cuillère à 10 cuillères à café. Voilà, justement, j'allais te poser la question. Ouais. Une cuillère à café, par exemple, moi, C'est je prends mon 5 grammes. café avec une cuillère à café. Combien je mets de fructose si je veux sucrer avec le fructose? Justement, parmi les avantages du fructose en nutrition, c'est qu'il est très sucrant. Donc, du coup, Une petite quantité de fructose nous permet d'avoir justement le réalisme sucré, si je me permets le mot, d'accord. d'une grosse quantité de sucre. Donc même pour la conception des gâteaux à la maison et le qalbelos, Ouais, Oui, on en parlait tout à l'heure. on peut utiliser Bientôt, oui. justement du fructose pour diminuer l'apport calorique. C'est D'accord. une astuce culinaire pour travailler notre... Et donc, justement, en continuant sur les inconvénients, il y a un inconvénient au côté hépatique, puisqu'il est métabolisé au niveau du gras, au niveau du foie, et donc il peut y avoir ce qu'on appelle une accumulation de graisse. de graisse au niveau du foie, ce qu'on appelle une stéatose hépatique non alcoolique, qui peut se compliquer. Ce qu'on appelle la maladie du soda. Voilà, c'est la maladie, exactement. Ouais. D'accord. Et au niveau du métabolisme, ça peut causer donc une résistance à l'insuline, et donc c'est un facteur de risque du diabète et des pathologies métaboliques de manière générale. Et ça peut perturber également le microbiote, comme on a expliqué déjà auparavant, ce qui était le microbiote. D'accord. Donc, à choisir, vaut mieux prendre du vrai sucre, pas du vrai sucre, du sucre. Non, plutôt, vu le côté sucrant, on parle On de peut en 60 prendre, grammes. mais d'accord. 60 ça grammes, c'est à 60 voilà. grammes. Quand on prend des doses trop fortes. Voilà, 60 grammes, c'est quand même 12 cuillères à café. Ah On ne oui. prend pas 12 cuillères à café. Mais attention, on va trouver du fructose si on mange des fruits au cours de la journée. Donc, il faut un peu balancer tout ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bonne alternative au sucre, qui est naturelle, donc, qui est à consommer avec modération, un peu comme tout, comme l'aspartame, comme le sucre, et qui rentre parfaitement donc, dans les préceptes d'une alimentation équilibrée. Très bien. Voilà, on en sait plus aujourd'hui sur le fructose. Le fructose. Merci. En attendant la stevia. En attendant, la semaine prochaine, la stevia. Voilà. La stevia qui est un produit très à la mode en ce moment. Très à la On en mode, parle mais beaucoup. Très coûteux aussi. Ouais, Très coûteux. Très coûteux. Et après, et voilà, c'est selon les budgets de tout un chacun. Oui. On essaie un peu
toucher Et à très tout le monde. controversé aussi parce qu'il y a des. Oui. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. On fait un peu de suspense pour la semaine prochaine. La Voilà, semaine prochaine, on parlera de c'est la un stevia. spoiler, Ouais, spoiler, voilà. spoiler sucre. Merci Mohamed pour Merci, ta Mounia, rubrique et puis- NutriSavvy aujourd'hui, très intéressante. Merci, Merci, Samira Mounia. pour ta rubrique aujourd'hui sur l'application Iricia. Iricia. Voilà, et merci docteur Kautar Mazouz, vous êtes pédopsychiatre à l'EHS Charaga. Avec vous, on a vu aujourd'hui ce que j'appelle les troubles 10. Comment on les appelle? Troubles spécifiques de l'apprentissage. Troubles spécifiques de l'apprentissage, qui sont 3, la dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et dyscalculie. Et dyscalculie. Voilà. Ouais. Et vous pouvez bien sûr revoir l'émission si vous voulez en savoir, si vous avez raté quelque chose. Donc vous pouvez revoir l'émission sur YouTube. Vous tapez Ma famille, ma vie, Canal Algérie, sur YouTube ou sur Facebook aussi, la page Canal Algérie de la chaîne Canal Algérie tout simplement. Merci à vous Avec tous. plaisir. Et tout de suite, nous passons à la rubrique WeShare juste après ceci. ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا علامك كيلالي وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا علامك كيلالي وجبالك حرين يا علامك كيلالي يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا ونعهدك بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين ايه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين ايه يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et c'est le moment de WeShare avec Wahida Selmchif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah. Et toi? Très bien, merci. Super. Alors dans WeShare hier, tu nous as parlé d'une jeune palestinienne. Exactement. Qui s'appelle Ahad Tamimi. Ahad Tamimi. On continue aujourd'hui aussi Exactement. avec son deuxième livre, mais juste après le Jingle. merci. Alors, Ahad Tamimi. oui. Pourquoi je vais parler d'elle aujourd'hui aussi? Parce qu'elle a, on a Hier, on parlé a du parlé de premier son livre. premier livre. Voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième livre qui est sorti fin 2023 avec les événements qui sont en train de vivre actuellement. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, à la mobilisation mondiale et puis son arrestation récemment, du coup, ça a fait beaucoup parler d'elle. Il y a des gens qui l'ont découverte, qui ont découvert les problèmes qui sont en train de se passer actuellement en Palestine. Donc, ils ont été solidaires avec elle. Ils ont été chercher son livre un peu partout. Ils avaient du mal à les retrouver. Donc, il y a eu une autre impression de son livre. Elle a dû voyager pour pouvoir faire des ventes dédicacées. Elle a rencontré du monde et tout. C'est très beau, Très bien. c'est extraordinaire. Donc, elle a un deuxième livre qui s'appelle « Il m'appelait une lionne ». C'est normal que c'est une lionne. Donc, il a été élu meilleur livre
2023, parmi les meilleurs livres 2023. Voilà, donc c'est l'histoire d'une activiste palestinienne, Ahad Tamimi, que tout le monde a connue grâce à sa fameuse vidéo là, où elle a donné une gifle aux soldats. Donc juste après ça, elle a été en prison malheureusement. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue si courageuse et si confiante en elle. Il faut savoir quand on grandit dans une maison où on a vu son oncle se faire tuer devant, où on a vu sa mère se faire blesser par balle devant elle, où son père il a été kidnappé, donc il a été en prison. D'ailleurs, dans son livre, elle raconte les fois où elle était rendre visite à son père. Elle a raconté quelque chose qui est très, très touchant et émouvant. Je conseille vivement d'aller lire le livre. Et en fait, on va vivre une autre... On va voir ce qui se passe en Palestine, mais d'une autre manière, racontée par une personne qui a vécu ça depuis sa tendre enfance. Donc, elle a dit, quand je partais voir mon père dans une prison, je ne savais pas réellement ce que c'était. Donc, j'essayais de toucher ses mains à travers les barreaux métalliques qu'on avait et c'était difficile. Donc, tu imagines un enfant de 4-5 ans qui vit ça. Il a ça en tête. On la voit en voilà, photo. Là, on la voit en photo avec son livre. Et puis, elle a raconté aussi les fois, elle a dit, c'est un peu normal que je sois militante aujourd'hui, que je défende mon pays de telle sorte, quand on voit qu'on a un papa qui, depuis toujours, il a été impliqué dans ce qui se passe dans son pays. Donc, depuis toujours, elle accompagnait ses parents pour participer aux manifestations non violentes. Elle s'est faite repérer dès son jeune âge. C'est normal quand on fait des manifestations et tout, et quand on essaie de défendre ce que les adultes n'oseront jamais faire. Donc, c'est normal qu'elle s'est faite remarquer. En même temps, elle est très belle. Vous avez vu, les gens l'identifient grâce à sa belle chevelure blonde, des boucles dorées. Dorées, donc, c'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, quand elle voyage, les gens, ils sont tellement impressionnés par elle qu'ils essaient de la toucher ses cheveux, c'est impressionnant, histoire de dire voilà, on est en train de toucher une partie de la Palestine parce que malheureusement elle a dû traîner par terre, elle a souffert, elle a passé tant d'années en prison. Donc, il faut savoir aussi que son livre, il est très intéressant. Donc, en plus de son histoire personnelle, il raconte l'histoire à l'échelle humaine d'une occupation qui a captivé le monde et façonné la politique mondiale. Donc, racontée par une petite fille d'à peine 17 ans, donc tout ce qu'elle a vécu à peine 17 ans. Donc, un des premiers souvenirs de Ahad Tamimi, c'est quand elle partait rendre visite à son père en prison, ce qui est vraiment marquant et touchant pour un enfant. Donc, c'est normal en même temps qu'elle comprend vite fait, qu'elle se rend compte de ce qui se passe dans son pays. Elle-même, après cela, elle a vécu la même chose que son père. 17 ans après, pratiquement, elle se retrouve en prison, elle se dit... Elle revit ce que son père avait... Exactement. En fait, ils ont réveillé les souvenirs qu'elle avait avant. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais lorsqu'elle a vécu elle-même la situation, elle s'est dit, c'est pas normal ce que les prisonniers peuvent subir et vivre. Donc, vivre à travers cette épreuve et ces attaques quotidiennes, il fallait vraiment qu'elle raconte son histoire. Il fallait qu'elle trouve une personne à qui elle doit faire confiance pour écrire exactement et raconter ce que Ahad raconte. D'ailleurs, l'autrice, c'est Dana Takouri, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc, elle a voulu vraiment mettre en lumière l'humanité. Parce qu'on en a lu des biographies, on en a lu des histoires. Mais quand il y a une vérité qu'il faut vraiment transmettre, il faut vraiment être quelqu'un de digne de confiance, surtout quand la personne elle est vivante. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti et qui ne peut pas confirmer ou infirmer l'information. C'est quelqu'un qui est toujours en vie, qui est très jeune. Elle a toute une vie à vivre devant elle. Et ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est que les gens sont en train d'aller acheter, de télécharger pour l'aider, mais aussi pour la soutenir, parce que c'est une façon de soutenir la Palestine. Exactement. Et puis certainement, elle va aider sa famille, parce qu'il faut savoir que tout le temps, on leur détruit leur maison et c'est pas évident pour eux. Exactement. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment, il faut vraiment aller le lire, c'est une très très belle découverte. Le titre du livre ? Alors, il m'appelait une lionne. Il m'appelait une lionne. Oui. Très bien. Merci. Très beau livre. Merci Wahida pour cette idée lecture qu'on pourra retrouver sur Internet pour télécharger facilement. Voilà, exactement. On peut le télécharger. Il y a des groupes de lecture qui partagent le lien pour le télécharger gratuitement. Ah bah, très bien. Merci encore Wahida pour ta rubrique du jour. Très intéressante comme à chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est la dernière. C'est déjà le week-end pour nous. Et on se retrouve dès lundi prochain à partir de 10h30 sur Canal Algérie, bien sûr, en direct comme à chaque fois. Et merci pour tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui pour nous poser des questions ou partager avec nous
leur histoire. Et puis, si vous voulez revoir l'émission, c'est sur YouTube. Vous tapez Canal Algérie, Ma Famille, Ma Vie, vous la trouvez. Sinon, sur Facebook aussi, Canal Algérie, Ma Famille, Ma Vie, vous allez la retrouver aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain à 10h30 sur Canal Algérie. Bon week-end à vous et bonne continuation avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.